Pour te dire, je reviens vraiment à ce concept de communauté culture. Notre pote Blacka, qui lui est pas producteur ou DJ, lui c'est un danseur. Mais c'est le chorégraphe de Major Lazer. Mais c'est notre pote, il est new-yorkais, venait souvent à Bruxelles et a fait écouter notre son à Diplo et Skrillex. Et donc nous ont contactés en demandant voilà, est-ce que vous seriez OK, est-ce qu'on reprenne une partie de votre son et qu'on en fasse une nouvelle œuvre. Et c'est le morceau Jungle Bay, Hands Up, Everybody Now, Let Me See Your Hands Up. Nice. Ça vient de Biggs. Enfin, ça a été produit ici, enregistré en Trinidad, mais ça a du belge. Et du coup, cet album sur lequel figure aussi Justin Bieber, Where Are You Now, il y a Aluna George aussi, plein d'autres gens encore, a gagné un Grammy pour Best Electronic and Dance Music Album. Incroyable. Mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai un invité au top. Comme à chaque fois, j'ai le plaisir d'avoir sur le podcast notre cher invité, Jay Psa. On rigole hors enregistrement parce que tu m'as appelé Psar et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui encore m'appellent par maintenant, je vais appeler ça un diminutif. C'est vrai que c'était DJ Psar c'était il y a bientôt plus de 10 ans. Toute une autre période où je sais plus, tu vois, que c'est DJ, club, tour. Je joue la musique des autres, je fais mes soirées à Bruxelles, je voyage, j'ai 25 ans. Et donc DJ Psar, il est parti il y a longtemps. Ok. Il y a longtemps, et du coup, c'est quelque chose où je prends le temps aussi, toi, d'expliquer la différence avec Jay Psar. Mon prénom, c'est Jérémy, et mes potes m'appellent Jay. Donc, DJ Psar, j'ai retiré le D, t'as vu? Ouais. Je me suis dit, c'est bon. Donc, et ouais, c'est plus juste un DJ. C'est beaucoup plus, si on aura l'occasion justement donc aujourd'hui d'aller beaucoup plus en profondeur, de découvrir qui tu étais ou de redécouvrir pour certaines personnes. Moi, je t'ai connu à l'époque de DJ Psar. On va parler d'une époque que les moins de 20 ans peut-être ne connaissent pas. Vas-y. Je vais parler de l'époque MP Family. Il fut un temps, quand on pouvait sortir en boîte, quand les clubs étaient ouverts, quand moi je sortais et que sur le line-up, il y avait marqué MP Family. On savait que la soirée allait être de ouf. On savait que la soirée, ça allait être le feu. Et pour ceux qui ne savent pas, en fait, après tu pourras expliquer en détail, mais moi, mon souvenir que j'ai de la MP Family, c'était donc un collectif de DJ. Chacun avait sa personnalité, chacun avait son style. Mais vraiment, la force qu'il y avait, c'est que quand vous veniez en soirée, c'était vraiment un peu cet effet de rockstar un peu, tu vois. Donc vous venez vraiment avec un crew, il y avait un show, il y avait vraiment une vibe. Et pour l'époque, moi je trouvais que c'était incroyable, c'était du jamais vu. Et j'aimerais bien qu'on retourne sur cette période-là, de nous expliquer un peu la genèse du truc et voilà. Ouais, la MP Family, on l'a créé au début des années 2000. C'est un collectif à la base de 6 DJ basé de Bruxelles, basé à Bruxelles, et chacun avait son entourage. On a mis tous ces gens ensemble et ça a fini par être une équipe de une bonne douzaine de personnes, vidéographes, marketing, gars de radio, MC, DJ. On sortait tous plus ou moins des études, début de vingtaine. Donc on s'est dit, ben pourquoi pas, nous on traînait dans des soirées comme, je me rappelle, le studio Athanor, il y avait le lounge aussi au niveau de la bourse de Bruxelles, au-dessus du Monte Cristo, et donc tout ça c'était des souvenirs où on a, tu vois, on a fait non je peux pas dire nos premiers pas, mais en tant qu'équipe, en tant que concept, en tant que, je vais même dire que de marque. La MP Family, c'est sûr, c'était une équipe, c'était une famille. C'était tous des potes dans la vingtaine qui veulent réaliser un rêve ensemble et qui se disent, ben voilà, on est tous un peu, je ne vais pas faire la comparaison avec les Avengers, mais comme tu as dit, on a tous une spécialité, une personnalité au platine, des influences, une culture, des skills. Il y avait des scratchers, il y avait des mixeurs, il y avait des gars du R&B, des gars plus... Et ça en faisait une des équipes les plus complètes d'Europe. Faut le dire, on était à un moment donné... on était à 5-6 soirées par semaine dans 3 pays différents et en équipe, comme tu le disais. Donc on montait parfois les dimanches soirs au mondial avec 4 voitures, on avait fait nos t-shirts pour la soirée. C'était la folie, mais c'était le début du tunnel, c'était une grande vision. Et tu te dis, waouh, en fait, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Être DJ, c'est pas juste, tu vois.
faire des gestes derrière les platines, c'était aussi raconter une histoire. Et c'est ça que la MP Family arrivait à faire. Il y avait une sorte de compétition saine dans l'équipe aussi qui a fait que je pense qu'on a élevé le niveau. On a aussi eu pas mal de DJ qui sont venus aussi nous saluer, tu vois, saluer l'initiative. Des gens à Paris, des gens en Hollande, au Canada. On a commencé à avoir vraiment, ce tunnel s'est élargi de plus en plus. Moi j'ai commencé à flyer au Canada, aux États-Unis. Et puis de fil en aiguille, voilà, la vie fait que, tu vois, on prend de l'âge. Je dis ça comme... au fur et à mesure du temps, on grandit, on voit d'autres choses, on commence à faire aussi ses rêves un peu plus aussi en solo. Qu'est-ce que moi je veux faire? Je suis qui? J'ai 30 piges là maintenant, je fais quoi? Et pour moi, c'était la piste du voyage. Voyager, faire le tour du monde plusieurs fois. On a fait un tour du monde en 80 jours aussi. Pour moi, c'était une étape assez importante. Mais la MP Family était une solide base d'inspiration pour moi, pour l'équipe, je pense, pour le reste de la scène aussi, je pense. On en parle encore aujourd'hui de la MP Family, presque 20 ans après. Tu vois, il y avait Radio Vibration pas loin, on est passé sur Fun Radio, on est allé sur Énergie. Enfin bref, il s'est passé tellement de choses, mais la MP Family, ouais, c'était le départ. C'était vraiment la première brique. Non, franchement, c'était une époque. Et donc maintenant, on t'appelle Tonton Psar, si je peux. Je peux t'appeler comme ça maintenant, Tonton Psar. C'est la première fois, mais si tu veux, fais-toi plaisir. Ok. Non, plus sérieusement, quelles étaient tes influences quand tu as commencé et qu'est-ce qui t'a attiré vers le monde du DJing? J'avais 13 ans et on m'a emmené voir un concert d'MC Solar à Forêt Nationale et j'ai été époustouflé par le nombre de personnes qu'il y avait sur scène. Chacun faisait leur truc. Il y avait MC Solar, ses backers, les danseurs. Il y avait 2 DJ, il y avait des mecs qui faisaient un graphe sur le côté et moi je comprenais rien. Je me disais, c'est quoi ce truc? Ouais, forcément j'écoutais Benny B, tout ça, c'était cool, tu vois, mais là ça a pris une autre ampleur et là j'ai compris que c'était plus une communauté. T'avais Forêt Nationale, 8000 personnes, je me dis mais d'où viennent ces gens? C'est ma ville ça? Qu'est-ce que je dois savoir? Et donc j'ai découvert ça sur la MC Solar, mais ouais, la scène rap français au départ, les IAM, NTM, Hostile, de Balles de Nègre, Ménage à Trois, tous ces gens-là. Ouais. J'écoutais ça. Je rappais aussi au début, il faut savoir. J'avais 13 piges, je rappais sur des mixtapes au fond des garages à Anderlecht. J'ai organisé ma première soirée à 13 ans pour financer ma première table de mix. C'est parti en émeute. C'est vrai? Ouais, ils ont bloqué ma rue, la police, les chiens, tout le monde. Il y avait... Donc, attends, à 13 ans, tu fais une soirée Ouais. et la police arrive et bloque. La rue, parce qu'en fait, il y a 250 personnes et que ça part pas en baston, tu vois, mais c'était l'époque, on parle d'un autre Anderlecht, on parle d'un autre Bruxelles, que maintenant, tu vois. Et donc, moi j'ai 13 ans, moi je veux faire une soirée, je fais un petit flyer, écrit soirée funk, participation aux frais, tu sais, les trucs là, Ouais. 20 francs, 200 francs, je sais plus c'était quoi, tu vois. Ouais, c'était ça en moyenne, ouais. Et la soirée se passe et en fait, il y a tout Molenbeek et Anderlecht qui débarquent chez moi à la maison. Ah, c'était chez toi à la maison? Ah ouais, c'était chez mes parents, ils étaient méga cool, ils sont méga cool et c'est grâce à eux que je fais ça. Parce qu'ils m'ont dit, bah ok, tu veux faire tes 13 ans, tu veux t'acheter un truc, bah tu vas travailler pour. Oui, c'est bien. Donc, bah, ok, je fais une soirée alors, tu vois, un truc à 13 ans. Donc ma mère, elle m'aide à faire les photocopier les flyers, moi j'ai distribué, mais sauf que moi je sais pas que les flyers ils se perdent dans tout Anderlecht et tout Molenbeek. Ça avait bien commencé, et puis je sais pas, ça s'est embrouillé, portier, bazar, et moi j'ai 13 ans, moi je veux acheter une table de mix. Les gars, tu vois, c'est bon. Ils ont volé tous mes CD, mes vinyles, ils ont crevé mes baffles, ils ont tout pris. Ils ont vraiment tout pris, ils ont tout cassé, mais je m'étais fait mon premier bag. Yeah. Et donc je suis monté le soir, je dis ok, fair enough. Et donc le lendemain, je suis allé acheter ma première table de mix avec mon argent, moi-même. Et merci à mes parents. Franchement, mes parents... Depuis le début, c'est eux qui m'ont mis là-dessus, tu vois. Directement, je voulais faire ça. C'est des artistes aussi, tes parents? Alors, pas du tout. Mon père, c'est un boulanger-pâtissier. Peut-être que c'est un artiste à sa façon. Mais mon père était très branché sur tout ce qui était les grosses sonos, tu sais, les grosses chaînes hi-fi. À l'époque, il faut savoir qu'au plus gros était un baffle, au plus fort, il jouait. Et donc, mon père, il voyait que moi, ça va éveiller ma curiosité. Il m'a ramené une vieille table de mix, l'abattoir d'Anderlecht à 800 francs belges, c'était un truc tout pourrave. Il m'a dit, vas-y, essaye. Bon, ça marchait pas. Tu vois. Mais on avait des baffles, des gros baffles. Et moi, j'avais un groupe de rap. Et donc, dans ce même garage où on a fait cette soirée, en fait, moi, tous les samedis, j'ouvrais la porte
et tout le monde venait rapper chez moi. Et il y avait déjà des gars qui venaient de toute la ville, c'était toujours une vingtaine de personnes. Récemment, même Badi me disait que Youssoupha venait rapper chez moi. Waouh. Et j'avais 13 ans, et je savais pas, moi j'étais le DJ, mais je rappais aussi. Et donc, fast forward, je me dis, bah, je sais pas rapper et être le DJ en même temps. Parce que moi j'achetais des vinyles pour avoir de la musique. On prodait pas. On faisait pas des prods à l'époque, donc on devait acheter des vinyles, jouer les faces B, les instrus, et puis on aimait bien ce vinyle, et puis ok, ben moi j'étais le DJ, mais c'était compliqué de passer du micro aux platines et rapper derrière les platines, personne ne comprenait. Donc moi je rappais sur les radios universitaires, tous ces trucs-là, j'allais dans des battles, au fond de recyclard, je traînais avec des plus grands aussi. Ok. C'est important de le dire. Mais donc ça m'a influencé, c'est comme ça que j'ai commencé, c'était quand même déjà une sorte d'entrepreneuriat. Quand j'y pense, le fait de vouloir acheter ma table de mix, me débrouiller, pas juste aller demander aux parents, donnez-moi de l'argent, c'était déjà la débrouille à 13 piges. Même si voilà, je viens d'une famille modeste, normale, nos parents ils ont fait le max, tu vois. Mais très vite, les États-Unis m'ont accroché. Yo, MTV Raps. À l'époque. Ah bah oui, samedi soir, minuit, mon frère et moi, on était comme des oufs, on enregistrait ses cassettes, on regardait le Wu-Tang, Nonchalant, Dalonis, Got Five On, tu vois. Et même chose, de retour à MC Solar, je me dis, attends, là c'est la version ricaine, les gars ils jouent au basket à la télé pendant que nous on regarde le juste prix. Là, tu vois. et là je me dis, attends, il faut que je comprenne ce que c'est. Donc après c'était les magazines américains, les mixtapes, les DJ ici, en ville. Parfois on recevait des mixtapes de l'étranger, et puis on recevait aussi les mixtapes. Et là je crois que j'ai eu un gros déclic. Les mixtapes du Wooz Land. C'était un club à Bruxelles qui le jeudi soir était... Moi, c'était ma référence, j'en ai des frissons que je t'en parle maintenant. Je suis rentré dans cette pièce avec DJ Cosmic, DJ CXC qui trimballait sur un filet au-dessus de nous, j'ai rien compris, et ils jouaient Busta Rhymes, Turn It Up, le truc de Knight Rider. Ouais. Fire Up, bah ouais. Ouais, c'est celui-là, ouais. Et moi, j'ai 15 ans, je rentre avec une fausse carte d'identité, je sais plus ce que j'avais fait, tu vois, pour rentrer, c'était le Wooz Land, gars. Il y avait les Destiny's Child, Usher, MC Solar, tout le monde allait là-bas. C'était les jeudis soirs, donc nous, en plus, on avait l'école. Mais ce soir-là, je me dis, ok, tu sais quoi, le groupe de rap et tout, c'est cool, les gares désaffectées, c'est cool, les trains, c'est ok. Mais en vrai, moi, je veux faire danser les gens, parce que moi, je veux pas aller là sur la piste et danser, c'est mort pour moi. C'est mort. Je sais pas, sur la piste, non, ça va pas. Moi, je voulais être sur le truc. Et en vrai, quand j'étais tout petit à l'école primaire, je faisais déjà mon anniversaire, tu vois, et j'avais déjà la petite chaîne IFI de mon père et tout ça, et donc je mettais de la musique, puis je voyais, je dansais avec ma copine, je remettais la musique, et ben là, j'avais 10 piges, mais donc c'était déjà un peu en moi... Et donc ce besoin d'animer la galerie. Mais en fait, c'est plus qu'animer la galerie, c'est laisser des souvenirs forts. La musique, elle s'inscrit dans le cerveau comme pas d'autres, elle n'est pas beaucoup d'autres choses. Et donc, étant un DJ, je trouve c'était un magnifique chapitre de ma vie. Et je le suis toujours, je serai toujours DJ. Mais le fait de pouvoir communiquer tellement de choses, être créatif en même temps, à ta propre manière, on a une place méga privilégiée, je trouve. On n'est pas des artistes rockstars, mais on n'est pas non plus des inconnus. On est un peu les gars dans les coulisses qui branchent parfois. On plug des gens, on fait des choses, et de par notre créativité et puis nos compétences, on arrive parfois à faire des trucs de dingue, nous les DJ. Non, c'est vrai. Quand ils pensent, on est les premiers. Enfin, on n'est pas les premiers, mais on est des influenceurs. Les DJ sont des influenceurs. Et c'est pour ça qu'on a besoin de bons DJ. Parce on est responsable de certains bébés, de certains couples. Non, mais c'est vrai. Quand tu sais qu'à 5h du mat, tu joues Killing Me Softly et que là, tu vois 2-3 couples qui se forment et tu les recroises 2 ans après et te font « Hey, ça va ou quoi? Regarde le petit. » True story. Nice. Baby makers. Maybe not, but on va dire qu'on s'assurait de par la génération, nos DJ, cette génération, on s'assurait de bien raconter l'histoire dans une soirée. C'était warm-up. T'arrivais, tu prenais ton premier verre, tu te posais. Then let's get to it. Mais 4-5 heures du mat, on partait en reggae, on partait en Fugees, on parlait en house parfois. Et tu sais, moi, c'est le mondial qui m'a... L'époque. Oh, bro, un club où tu peux voir des gens de Belgique, de Hollande, de France.
d'Allemagne, les bases américaines qui n'étaient pas loin, le Luxembourg. Tu vois, toutes les communautés qui avaient en dessous du même toit, un dimanche soir, au milieu de, c'était quoi, la campagne hollandaise. Allez, tu C'est captes ce dingue. que je sais. Aujourd'hui, qui fait encore ça, aller un dimanche soir dans un autre pays pour faire la fête? C'est vrai qu'il y avait une vibe, une vague différente de celle actuellement. Ça me fait penser à ce que tu viens de dire, c'est que en boîte, tu passais à un Killing Me Softly, donc c'est quasiment un low tempo, légèrement, on va dire, presque un slow, j'ai envie de dire, tu vois, pour l'époque. Et aujourd'hui, on n'a pas de track très slow pour clôturer une soirée. Tu vois, moi, j'ai pas ce souvenir-là. C'est vrai qu'à une époque, tu savais qu'en fin de soirée, tu allais avoir cette partie un peu plus calme, un peu plus chill, où les gens, justement, pouvaient se rassembler et faire de belles histoires ensuite. C'est une histoire, et je crois que c'est ça qui est génial avec les DJ, c'est qu'aujourd'hui tu peux tout aussi bien finir une soirée jusqu'à la dernière minute, on va taper du plus fort qu'on peut et les gens sont là, tu sais quand t'as les 30 derniers là, ils sont là, tu vois, c'est aussi un moment important de la soirée parce que le DJ a passé toute la nuit dans le club, il est sur les rotules et tu vois encore des gens qui sont là, qui en veulent. On est différents et je crois que c'est ça, il faut embrace cette différence. Parce que c'est vrai que tu peux finir une soirée calme et tout ça. Et moi, j'adorais faire ça. Et puis à un moment donné, on a commencé à me dire, ouais, mais nous, on en veut encore. Une soirée, c'est une histoire. Non, c'est vrai. En tout cas, c'est une belle entrée en matière. Tu vois, c'est super intéressant de comprendre en fait d'où tu viens. Et ça, c'est très important aussi parce que tu as fait d'énormes choses, même si le nom, parfois, pour le commun des mortels, ne dit peut-être plus autant de choses, mais le nom a une histoire. Et il y a tellement de choses qu'on va raconter aussi aujourd'hui, c'est ça qui est super intéressant. Tu disais justement que le DJ a ce rôle très important, notamment influencer ou éduquer son public, de faire découvrir de nouveaux sons, de nouvelles sonorités, de faire voyager. Dans ce rôle éducatif que tu as eu, ou que tu as toujours, c'est que tu as déniché, je pense, ça c'est mon interprétation de l'histoire, je ne la connais pas, donc c'est pour ça que je te pose la question, mais moi dans mon souvenir, j'ai l'impression que c'est toi qui as donné un gros boost pour que le public découvre notre cher Stromae. Je savais que tu allais dire ça. Après, ça, c'est mon interprétation. Je ne sais pas si elle est correcte. J'étais pas là pendant cette période-là. C'est vraiment, tu vois, un peu ce qu'on pouvait entendre à gauche, à droite. Et voilà. Mais j'avais l'impression que certaines personnes s'appropriaient peut-être un peu ce rôle-là. Mais peut-être que je me trompe et voilà. Paul, moi je l'ai rencontré à une de mes soirées à Bruxelles, d'A Real Deal, au Barrio. Et en fait, c'est son grand frère Dati qui faisait les photos de nos soirées, qui m'a dit un soir, à la fin de la soirée, il m'a dit, ouais, mon petit frère, il a sorti un EP 4 titres. Tu voudrais pas le rencontrer en haut, il voudrait juste te checker. Donc c'était Paul Stromae qui rappait à l'époque. On s'est capté après parce que j'avais vu un petit trailer de son EP et j'avais flashé parce qu'il avait intégré son logo sur le top d'un bâtiment. Et je trouvais ça ouf à l'époque, tu vois. Bon. Si sur stromae.net, si t'as plus le lien, je crois qu'il montrait. Oui, je me souviens. Oui. Et j'étais là, oh, faut que je l'appelle maintenant, tu vois. Et du coup, je l'ai appelé, on s'est capté, il m'a fait écouter ses trucs. Et tout de suite, moi, j'ai eu l'idée d'un DJ. Je dis, bah viens, moi, j'ai mixé des trucs, j'ai des influences, j'ai des chouettes phases B, de retour à mes 13 ans, tu vois. Tu voudrais pas poser sur la prod un tel, on fait un remix, les DJ, si je leur renvoie, peut-être qu'ils vont aimer le truc. Et c'était. C'était d'abord une mixtape hip-hop. C'était d'abord une mixtape hip-hop en 2008. Ok. Et puis après, on s'est perdu de vue. Mais on l'a jamais fini, cette mixtape. Ok. On l'a jamais fini, et donc on s'est revu un an après. Mais un an après, c'est début 2009, fin 2008, je crois. Et le monde est en train de changer au niveau de la musique parce qu'il y a des gens comme David Guetta, Major Lazer, qui commencent à construire ce pont entre l'électronique et, je veux dire, le Musique hip-hop. urbaine, ouais. On va dire le hip-hop, le R&B, le dancehall, toutes les musiques un peu associées, les cultures associées. Et moi, je lui fais écouter Major Lazer, Pondy Floor. On est chez moi, à la maison, et il me dit, un truc de fou. Écoute, moi, mes frères, ils sont sur la dance 90s un peu pour l'instant, les trucs Pump Up the Jam, Show Me Love, et j'ai fait un son, je sais pas ce que t'en penses, c'est pas du rap. Enfin,
bien que c'était déjà une version rappée, il me semble. Mais c'était alors on danse. Et moi j'écoutais la house quand j'étais petit, mes parents ils aimaient bien le Rodens et ces trucs-là, donc tout de suite ça m'a tapé, je me suis dit mais c'est ouf de rapper là-dessus. Et j'avoue, j'écoutais beaucoup les Anglais, la Two Step, les Dizzy Rascal, tous ces gens-là. Et ici... Solid Crew. Ah, So Solid, oh, truc de fou, oh no. Et du coup, j'étais ravi de me dire, attends, il y a un gars d'ici, je le connais, on travaille ensemble, et il n'est pas contre l'idée de poser sur des trucs up-tempo, pour reprendre ton vocabulaire de là tout à l'heure. Et donc, on commence à faire des remixes, quand je dis Go, Major Lazer, Pondy Floor, et puis sur des prods à laid-back look, des trucs improbables, on met une interlude de Yves Montand au milieu, enfin, tu vois, des trucs, et tout doucement, ça prend la forme d'une mixtape, et on l'a appelée la mixture Electro. Okay. Elle était sortie sur YouTube à l'époque, elle est encore sur SoundCloud. Mais le plus important à ce moment-là, c'est que ce titre Alors on danse existe. Moi, je le joue à mes soirées, c'est le seul endroit où tu l'entends. Parce que la radio, elle est en train de dire attends 2 secondes, il faut peut-être apporter des modifs, je sais pas, ça je connais pas trop les détails, mais il était dans la phase que quelqu'un veut ou comment on peut faire. Moi, à mon niveau, je pouvais seulement venir secouer la communauté des DJ. Et donc c'était un petit peu ça mon challenge à moi, parce que j'étais fasciné par les gars comme Funkmaster Flex, Kid Capri aux États-Unis qui pouvaient dire « We broke that record ». On a transmis ce disque, on l'a propulsé du mieux qu'on pouvait. Alors bien entendu, les DJ, on est limité, mais on a quand même un pouvoir, je crois, au niveau des ondes, et surtout la radio, encore à l'époque, on est en 2009. Moi, je demande à Stromae de m'enregistrer des versions personnalisées d'Alors on danse, avec les noms des DJ dedans. Okay. Et donc, parce que je me dis, ouais, les gars qui vont dire, ouais, ton pote, c'est de la techno, je sais pas quoi, enfin, c'est... Et je l'envoie à mes potes, je dis, les gars, s'il vous plaît, mes potes aux States, au Canada, et puis il y a ici, tout ça. Et en même temps, Paul était stagiaire à la radio où je bossais. Et donc, on se rapproche forcément. Et dans les couloirs, j'ai un pote qui est DJ, qui vient de Paris, on s'est capté parce qu'il veut venir au mondial et on ne sait pas comment, nanani. Et il s'appelle DJ Snake. Et donc, je lui dis, Will, tu veux bien écouter ça? C'est Alors on danse. Il à ce moment-là bossait avec Clinton Sparks, commençait aussi ces trucs un peu électroniques, tout ça. Et donc, on flash tous ensemble et on se dit, attends, en tant que DJ, on va aller parler au DJ et voir ce qu'on peut faire. Et puis ben, le reste de l'histoire, on la connaît. Tu la connais. C'est vrai que les DJ ont porté ce disque, ils l'ont vraiment soulevé jusqu'au moment où on arrive à Energy in the Park, au mois de septembre 2009, 50 000 personnes, et là, le morceau, il explose. Et je suis fier de pouvoir encore raconter cette histoire aujourd'hui en tant que vraiment DJ, radio. On a fait des scènes aussi ensemble, c'était le DJ de Stromae à ses débuts. Moi, j'ai repris ma live de tournée, il est arrivé aussi dans ses clubs, dans ses tournées à lui, nos chemins se sont séparés comme ça, mais c'est méga good vibes et je suis super content. Et si d'autres gens s'approprient l'histoire à leur façon ou ont pu contribuer d'une manière ou d'une autre, mais c'est all good, on est ensemble. Moi, je comprends pas cette notion de pouvoir dire « I made you ». Enfin, oui, le raccourci, mais venir te dire « ouais, c'est moi qui l'ai ». Non, c'est l'artiste qui l'a fait et props à lui, vraiment big up à lui. Et moi, de nouveau, en tant que DJ, là, j'étais vraiment satisfait de me dire, tiens, je suis fier de ce travail. Encore une fois, j'en parlais avec Azaya et justement, il faut remettre aussi dans son contexte, Internet existait, mais le concept de réseau, je sais pas comme on le connaît aujourd'hui, des TikTok, etc., n'existait pas comme aujourd'hui. Donc, MySpace était déjà mort, non? Je pense que MySpace était déjà mort. Je sais plus, mais... Enfin, soit. C'est vrai qu'en tout cas, il n'y avait pas d'Insta, il n'y avait pas de tout ça, pas de live même, non, rien de tout ça. Donc, là où aujourd'hui, un morceau vraiment, aujourd'hui, du jour au lendemain, peut être un hit, ici, à mon avis, ça a mis du temps, je pense. Ça s'est fait progressivement. Au début, tu le joues chez toi dans les soirées, tu le joues à Charleroi devant 50 000 personnes, ça prend, l'ultra top monte, ça passe sur RTL. Et puis tout doucement, tu commences à avoir des coups de fil d'ailleurs. Ah, j'ai joué le son de ton pote. Ah, je suis ami, je viens de voir le clip sur Ocean Drive. Ça, c'est vrai. Tu vois, des gars à Houston qui pétaient Alors on danse en 2009 dans leur caisse. Parce que mes potes DJ américains avaient reçu leur version à eux. Et donc, ils jouaient Alors on danse fièrement en disant on comprend pas le French. Mais ça, c'est notre gars Stromae. On l'a rencontré quand on était à Bruxelles chez Jay. Vraiment, on jouait Alors on danse dans le stade des Raptors. NBA. Wow, incroyable. Sans
que qui que ce soit soit intervenu. C'est ce que les DJ peuvent faire, c'est ce que j'ai fait. Et rien que pour ça, ben voilà. C'est magnifique, tu vois, ce qu'il est possible de faire et c'est important de le répéter. Le monde a besoin des DJ. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le DJ a son importance. C'est une... it's an art form on its own. Et c'est vrai qu'on néglige maintenant un peu. Mais bon, ça, c'est un autre débat, peut-être pour une autre fois. Ou on peut en discuter peut-être dans la deuxième partie avec plaisir. Je pense qu'on peut même le dire là maintenant, mais si on néglige, pour moi, ça crée encore plus d'opportunités. Ça veut dire qu'on a clearé le terrain, ça veut dire qu'on ne calcule plus les DJ, ça y est. Enfin, je ne sais pas si c'est dans ce sens-là que tu voulais le dire, mais quand on dit peut-être, ouais, on néglige les DJ, on ne prête plus trop d'attention, on ne les valorise plus. Ouais. Moi, j'ai tendance à me dire, non, en fait, on est en train de faire de la place pour venir tout péter. Non? Je sais pas. Écoute, moi, c'est ma perception qu'on les met un peu de côté, tu vois. On s'en fout un peu de la qualité du DJ qui raconte. À l'époque, les DJ racontaient une histoire. Tu vois, tu avais vraiment cette sensation de, quand tu arrives en soirée, de faire un voyage musical. Et ici, on est plus dans fast food. Ouais, clairement. Dans la consommation. Mais moi, j'en ai rien à foutre, quoi. Sorry, mais moi, quand je viens, c'est pour tout péter. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de trucs. Oui, mes amis, c'est le public. Les autres DJ, cool. Ouais, on se check, on boit un verre, et on se capte, et on se DM le lendemain, on s'envoie des stories, c'est sympa. Mais moi, après toi, il faut que je te pète. Enfin, et j'espère que le gars après moi, il va tout faire pour me péter, quoi. Enfin, parce que, tu sais, qui va gagner là-dedans? C'est le public aussi. C'est vrai. C'est le public qui gagne. Oh, le DJ d'avant, ouais, non, mais moi c'était celui d'après. Non, mais le gars du warm-up, il m'a mis mes trucs bien et tout. Et donc, en fait, on lance juste une conversation. Tu veux juste dire, oh, DJ, on connaît ses mix par cœur, on fait ci, on fait ça, on sait plus. C'est vrai, il y a de la fainéantise. Vraiment. Mais je sais pas si c'est une fainéantise, tu vois, consciente, volontaire. Je crois que c'est plus. Les jeunes, on leur a pas expliqué grand-chose, je crois. Je pense. En tout cas, ceux avec qui je suis en contact, parce que moi j'y vais, je prends contact avec les jeunes et tout, pour savoir un peu qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leurs ambitions, c'est quoi leur modèle. Faut pas télécharger les MP3 sur YouTube, tu vois, ce genre de conversation. Ah, parce que je vais pas dire les pauvres, mais on leur a rien dit, on leur a pas expliqué grand-chose. Et là, c'est TikTok, fast food, I need to make it, je suis DJ ce week-end. On discutait là tout à l'heure de la jeunesse qui a accès à la musique, au contenu vraiment de manière tellement facile. Quand on compare nous à l'époque, comme tu disais, soit il fallait acheter un CD, c'était un budget, soit c'est un cousin qui avait une cassette ou un CD, on galérait vraiment pour trouver, tu vois, de la musique. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On peut pas en vouloir aux jeunes, en fait, tu vois, de les trouver lazy peut-être, tu vois, ou ne pas avoir certains codes. Je crois que c'est une question de curiosité. Hein. On est curieux ou on ne l'est pas. C'est vrai que la facilité, Internet, ça va tellement vite, t'as tout dans ta poche. Et c'est génial, et il faut y aller à fond là-dedans. Je suis pas en train de dire qu'il faut revenir au vinyle, c'est méga relou, les vinyles. Non, c'est trop bien. Pour moi, même si tu sais mixer avec ton iPhone et que ton set il déchire et que tu le fais en live, oh, trop bien. C'est même plus savoir est-ce que tu sais mixer ou pas, c'est quoi ta créativité et comment tu vas venir l'exprimer avec ces outils qu'on te met à ta disposition. Et maintenant, il y en a plein des outils, c'est même plus des platines, je sais, il y a plein de trucs, des contrôleurs dans tous les sens. Donc, je crois que c'est ça le vrai challenge d'être un DJ aujourd'hui, c'est faire vibrer les gens, c'est connecter avec eux. Mais je disais, c'est vraiment raconter une histoire d'intro, du truc, d'éteindre les lights, qu'est-ce qui se passe, il y a un truc qui a changé, il y a une énergie dans l'air. Et c'est vrai que ça, c'est un truc que moi, j'ai pas capté au départ, mais je le faisais juste. Je rentrais dedans, je prenais le micro, je peux parler à 10 000 personnes, j'en avais, enfin, tu vois, c'est easy. Mais en fait, c'est l'énergie. L'énergie, c'est tout, tu vois, et ça se passe en quelques secondes que tu peux flip une soirée. Et moi, ça, c'est ce que je fais. Au point que si je joue un titre et que les gens réagissent moins ou qu'il y a quelqu'un qui quitte la piste, ça peut me rendre malade. C'est vrai?
Ah, le lendemain, j'ai des migraines après les soirées. Parce que je réfléchis tellement, je peux pas perdre les gens. Mais c'est là encore qu'aujourd'hui, Instagram, les TikTok, les téléphones, on peut pas fumer sur la piste, enfin tu vois, ce sont des challenges en plus, parce qu'à l'époque, les gens s'en foutaient des téléphones, C'est s'en vrai, en foutaient fait. ils pouvaient fumer sur la piste. Et puis, je vais le dire aussi, il n'y avait pas de VIP. Où il était très petit et on n'en avait rien à foutre, quoi. Nous, on allait en soirée pour écouter du son, pour danser, les premières personnes qui arrivaient en soirée. Et je sais que je sonne, tu sais, old et tout ça, mais c'est vrai que ça me marquait très fort que les gens arrivaient sur la piste et dansaient. Et je dis pas qu'on le fait pas maintenant, mais je vous dis c'est le VIP, et je peux en parler, allez, d'expérience, parce que le nombre de fois qu'on me demandait encore des Star Wars et des trucs, des Jurassic Park, parce qu'un mec dans le VIP a soif et qui veut le dire à tout le monde, ok bro, celebrate, il n'y a pas de problème. L'ego, je comprends. Moi-même, être un DJ, monter sur scène, c'est un putain d'égo trip. Je suis qui moi pour... Bah ouais, bah j'y suis allé. Quelqu'un qui veut fêter, je comprends. Passer 10 Star Wars en 2 heures, c'est pas possible. Il y avait une époque, c'était atroce. Ton club, ça devient une épicerie. Ouais. Sorry, hein, c'est un night shop, c'est un commerce. Il n'y a plus lieu de... Parce que tu vois, après le Star Wars, moi c'est cool, tout, sentez les mecs. Et moi je suis avec les gens là. Il y a 2000 personnes qui me regardent en blanc des yeux, me font... Bro. Star Wars, really? Mais voilà, écoute, on reste dans l'entertainment, dans le divertissement, et je ne dois pas non plus tirer sur les gens comme ça. Le VIP, le commerce, c'est, comme ils nous disaient, c'est eux qui vous payent. Ok, mais c'est pas pour ça que moi j'ai commencé à être DJ. Je suis pas devenu DJ pour être connu, pour avoir des amis dans le VIP. Aujourd'hui, je suis peut-être connu et j'ai des amis dans le VIP, mais c'est pas pour ça que j'ai commencé, les gars. C'est vraiment une nuance importante, pardon. C'est très important de savoir pourquoi tu commences ce truc. Moi, j'ai plein de jeunes qui viennent ici au studio et qui me disent « Ah, Jay, moi, je veux être connu. » Putain, c'est chaud. Enfin, en fait, c'est facile. Fais n'importe quoi. Mais être reconnu, c'est pas la comment? même chose. Parce que être connu, bah, you pop, t'es hype, puis le jour où on n'a plus besoin de toi, on te drop. T'en connais des exemples. Être reconnu, tu construis une réputation, un crédit, un respect, Une carrière. une carrière. Et donc, dans la longévité, c'est bon. Je préfère être reconnu que d'être connu et pas pouvoir. Mais bon, après, ça c'est encore vraiment une autre conversation, mais je crois que c'était des paramètres importants, connu, reconnu. Parce que je crois qu'aujourd'hui, being lazy, c'est facile d'être connu. Allez, bro, viens pas me faire chier, j'ai 22 ans, moi je veux juste m'éclater en soirée et être hot sur Instagram. C'est comme ça, c'est le game qu'on a donné aux petits. Moi, je vais pas changer, je contrôle pas ça. Non, Ce que je fais, c'est que il y en a certains que je contacte et que je ramène au studio. Je leur fais parfois des petits cours, des petits mentorships, si je peux me permettre, C'est bien. et give back. Parce que quand j'étais jeune, on me l'a un peu montré à moi. On m'a un peu expliqué ce que c'est un warm-up. Pourquoi il faut pas jouer les chansons de mauvaise qualité. Pourquoi, tu vois, comment ne pas cramer les hits. Parce que... Et du coup, maintenant, je suis super fier quand je vois ces jeunes DJ qui, qui font bien les choses, qui prennent plus de bookings, qui peuvent demander un peu plus d'argent parce qu'ils ont pas plus de demandes et qui font ça bien et qui font la diff. Il faut faire la différence tout le temps. Et ça, je crois de toute façon, c'est pas que les DJ, avocats, pharmaciens, boulangers. Fais la diff et augmente le prix. C'est tout. C'est sûr. En parlant de la nuance de connu et d'être reconnu, on va parler maintenant de reconnaissance. Quand tu as commencé ta carrière, là tout à l'heure, tu as dit que tu avais croisé apparemment Youssoupha dans ton garage. Tu as aussi, de mémoire, pu acquérir une certaine reconnaissance au niveau international de par ton travail. Et de par ton travail, mais pas que en tant que DJ. Et là, je vais faire référence à DJ Snake. Alors, explique-nous un peu la connexion avec DJ Snake. Comment ça s'est fait? Quoi, comment, pourquoi? 2007, moi 2007, je descends à Paris avec DJ Sake, qui est un DJ que je look up vraiment. À l'époque, c'était un de mes mentors, m'a appris vraiment beaucoup de choses. On descend et il me dit, viens, on va voir Cut Killer. Oh, moi, Cut Killer, le gars dans la haine, tu te rends compte? On me dit, tu vas à Paris, je suis... Ouais. Je vais à Skyrock, chez Cut Killer, je le rencontre, je suis comme un ouf. Et puis là, au fond, il y a un gars habillé, spé et tout. Et je le vois, il s'appelle William, DJ Snake, je connais pas. Mais on se check un peu de loin. Mais après, il fait un set et
Il m'a donné chaud, tu vois. J'étais là, merde, c'est qui ce gars? Il est trop chaud. Question, est-ce que c'était un set électro ou un set Non, hip-hop? hip-hop. Ok. Hip-hop, clairement. Il venait d'interviewer T.I. juste avant qu'on arrive. C'était l'émission Bomb Rush, je crois, de Cut Killer le mardi. Et Snake, il fait un set de fou. Il y avait encore le petit sampleur avec les premiers klaxons, il le maîtrise, il a ses jingles, il fait ses trucs. Et moi, je me reconnais là-dedans. Je vois ça, je me dis, oh, je dois partir, mais viens, on se check sur MSN. Oh mince. MSN. Avec les whiz et tout. Et donc là, avec Snake, on rentre en contact et on reste en contact parce qu'à Paris, on entend beaucoup parler de ce club, le Mondial. Ah bah oui. Où je suis devenu résident cet été-là parce qu'il cherchait un nouveau résident, petite compète, un DJ par dimanche et finalement j'ai remporté le truc, je suis devenu résident du mondial, lui me check, on est plus ou moins même génération et on a commencé à construire une amitié, une relation à cette époque-là, en 2007, moi je l'ai booké ici en Belgique, on jouait au Gibus aussi ensemble. Et puis même ailleurs, Shanghai, on a partagé une résidence là-bas, des choses pareilles. Donc c'était vraiment une amitié de DJ, mais perso, on se connaît bien. Et c'est 2007. Donc, je book pour 200 balles dans une soirée à Best, tu vois. Et il prend même pas l'argent, tu vois. DJ C'est lui. Snake à 200 balles. Waouh, l'époque. Mais vrai gars, vrai gars, vrai gars. Donc tu le fais venir à Bruxelles, c'est ça, pour mixer ou pas du Ouais, tout? mais régulièrement. Enfin, il vient à mes soirées parce qu'il en a entendu parler. Moi, je vais aussi parce que j'en ai entendu parler. Il vient mixer chez moi à Énergie. Il y a Stromae qui est dans le coin, donc je les présente. Et donc, il se passe plein de choses à ce moment-là. Et donc, moi, je découvre qu'en fait, être DJ, c'est pas juste venir faire un warm-up ou jouer pendant 2 heures et puis rentrer chez soi. C'est en fait, il y a une communauté, une culture. C'est plus que le club où je suis, c'est plus que la radio dans laquelle j'évolue. Là, c'est une communauté. Lui, il est à Paris, je suis à APX, il y a mon pote à Toronto, il y a mon gars à Amsterdam. Et là, on commence à créer un carrefour, tu vois. Et cette communauté, on se plug à d'autres. Et donc, au final, on fait vite le tour du monde. Et quand il joue à Sydney, je dirais, mon pote de Sydney, vas-y, appelle-le. Et on se connecte. Enfin, je prends cet exemple-là parce qu'il est frappant, mais c'est vrai. C'est une communauté, c'est une culture, et c'est vraiment un gars qui m'a prouvé, parce que je le savais déjà, mais il m'a prouvé, au même titre que Stromae, que c'est possible de réussir avec ses propres conditions, avec sa propre vision, sans trop de compromis, et d'être têtu. D'être têtu, de se dire non, je le vois, et si vous ne le voyez pas, c'est pas grave, je peux attendre. Prends l'escalier, nous, c'est pas grave. On pense que c'est des overnight success. Non. C'est des gens qui ont, mais tu te rends pas compte, le taf, et même plus que le taf, dedication, les sacrifices, toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, je suis super content pour lui, super fier aussi, parce que je crois que dans le monde dans lequel on vit, il va falloir donner un petit peu plus que son ego, que son check, et lui, il le fait bien. Dans ses interviews, il le raconte bien aussi. Une belle histoire, faut dire ce qu'il y a, tu vois. Mais moi, j'étais dans cette histoire, j'étais quasi aux premières loges, et donc c'est un bel exemple. C'est un exemple moi, qui me permet de dire aujourd'hui aux gens, c'est possible. J'ai vu des gens le faire et je suis en route aussi. Incroyable. C'est correct si je dis que vous avez bossé sur un de ses albums, sur un morceau? T'as fait un morceau ou pas avec lui en prod, ou je me trompe? Frequency 75, c'est un son qui est sur son deuxième album, Carte Blanche. 2015, je fais un son avec Redman, le rappeur américain. Je suis KO en plus de. Je fais un son avec JCO, mon pote de LA, et Redman. À l'époque, Snake parle du fait que sur Turn Down for What, il y avait Redman au début. Mais bon, finalement, ça n'a pas fonctionné. Moi, je le check et je lui envoie mon morceau. Écoute, j'ai un titre avec Redman et tout. Et il me dit, écoute, moi, je suis chaud à faire un remix. Donc, on s'envoie les acapellas, les trucs, puis on se perd de vue. Et donc, quelques années plus tard, il m'annonce que, écoute, voilà, les voix que tu m'avais envoyées, etc., c'est plus juste un remix. On a fait une track. Est-ce que c'est cool si j'utilise ça, on le fait ensemble et tout, on est là. Et donc, forcément, go bro, vas-y, fonce. Donc ouais, à nouveau là, je suis super content d'avoir pu contribuer à ce morceau à ma manière et en lui donnant les vocales de ce morceau. Ouais.
Et du coup, au niveau récompense, il a quoi maintenant? Combien de streams? Oh là, j'ai pas les streams en tête, De quoi ça fait platine ou pas? Ouais, il y a du multiplatine, album disque d'or. J'ai ma plaque là-bas, mais j'ai plus des trucs en tête. Ok, Mais pas de en souci. tout cas, On va chercher la petite plaque. Après, on va flex un tout petit peu tout à l'heure. Il faut quand même. Il faut un peu remettre les pendules à l'heure aussi. Voilà, c'est énorme déjà de pouvoir bosser avec DJ Snake. Avoir, je crois que ce qui est marquant, c'est que ces gens, forcément, évoluent, changent, successful, tout ça, mais ne changent pas en même temps. humainement parlant. C'est vrai que quand j'écoute ses interviews et tout, c'est l'air de quelqu'un encore très humble, très laid back, encore les pieds sur terre. Et... C'est important, tu vois, que quand tout le monde va à droite et va pour la fame et l'ego et les algorithmes et les hashtags et les facilités, les faux followers, que quand tu construis quelque chose et tu prends un peu plus de temps, ben, là, tout le monde va à droite, ben nous on va à gauche. De toute façon, on a toujours été de l'autre côté. Parce que, je sais pas, ça sent bizarre quand tout le monde va dans la même direction. Ça peut être cool, c'est sûrement plus sécure, il y a à manger, à boire. Mais là-bas, il se passe quoi maintenant? Peut-être qu'en fait, on devrait aller faire un truc là. Et moi, je réfléchis tout le temps comme ça, 300 fois par jour. c'est chouette. C'est pas faux. Maintenant aussi, tu vois, DJ Snake, c'est une dinguerie. Après, je connais pas tout le monde dans l'industrie de la musique ici en Belgique. Mais je pense que tu es la seule personne que je connaisse qui a un Grammy. Une certification Grammy. Alors, il faut que tu m'expliques un peu cette histoire-là, parce que c'est quand même incroyable. Il s'agit de l'album de Diplo et Skrillex, Jack U. C'est une histoire un peu similaire à celle de Snake, où on a un morceau avec DJ Baby Drew, qui est le DJ de Chris Brown, et Bungie Garlin, qui est en Trinidad. Ouais, Trinidad. Et là, on le sort en fait. On réfléchit dans tous les sens, overthinkers, tout truc. Oh, est-ce qu'on sort, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas et tout. Et en fait, on le drop. Et notre pote Blacka, qui est un. Pour te dire, je reviens vraiment à ce concept de communauté de culture. Notre pote Blacka, qui lui est pas producteur ou DJ, lui c'est un danseur. Mais c'est le chorégraphe de Major Lazer. Mais c'est notre pote, il est new-yorkais, venait souvent à Bruxelles et a fait écouter notre son à Diplo et Skrillex. Et donc nous ont contactés en demandant, voilà, est-ce que vous seriez OK, est-ce qu'on reprenne une partie de votre son et qu'on en fasse une nouvelle œuvre. Et c'est le morceau Jungle Bay, Hands Up, Everybody Now, let me see your hands up. Nice. Ça vient de Biggs. Enfin, ça a été produit ici, enregistré en Trinidad, mais ça a du belge. Et du coup, cet album sur lequel figure aussi Justin Bieber, Where Are You Now, il y a Aluna George aussi, et plein d'autres gens encore, a gagné un Grammy pour Best Electronic and Dance Music Album. Incroyable. Donc ouais, super content. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Qu'est-ce que ça fait quand on gagne un titre comme ça? Est-ce que ça change complètement la donne? Est-ce que ça ouvre des portes? Oui, ça ouvre des portes. Ah, bah oui, clairement. Clairement, ça c'est le genre de truc où, bah oui, tu toques et on t'ouvre. Et c'est génial. Et c'est comme ça que le game fonctionne. C'est cool. Voilà, c'est cool. C'est pas... Je sais que mon équipe, ils vont pas kiffer, mais c'est pas... Si c'est un Grammy, si c'est une méga big récompense, et qu'est-ce que c'est ouf, jamais j'aurais cru que... Mais j'aimerais bien avoir mon nom dessus, tu vois, pour mon projet. Un truc. Ça, je pense à une autre dimension. Je vois les Neptunes qui en parlaient aussi, dire c'est cool, on a des Grammys, mais il y a ceux où tu contribues, il y a ceux qui sont les tiens. Et donc, en tant que... Je dis toujours, je suis un vieux DJ, mais je suis un jeune producteur. C'est génial. C'est vraiment trop cool parce que ça permet de lancer des conversations, ça permet de lancer des relations, de voyager, de provoquer des contextes. Mais pour moi, c'est pas fini. En fait, tu vois, je veux pas me reposer, mais un jour, j'ai mon cadre. Cool, salut les gars. Ah non, ça fait que commencer pour moi. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Réellement, c'est un signe, c'est cool. Mais je suis pas du genre à célébrer trop longtemps non plus. D'ailleurs, parfois on me force à célébrer parce que
on fait quoi maintenant? C'est ça que je veux savoir, tu vois. Et, et donc je célèbre ce Grammy, je célèbre toutes ces belles collaborations, ces belles choses qui ont été mises sur mon chemin, mais je le vois vraiment plus comme des signes. Je vois vraiment comme des signes. On a été good vibes avec tous ces gens qui nous ont contactés, qui ont voulu voilà, s'inspirer de nos œuvres originales. Parce que c'est ça qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'on a été récompensés. Donc, super grateful, vraiment. Et maintenant, c'est la suite. Moi, je regarde. Pour moi, ce sont vraiment des signes. Watch the signs. Et je crois vraiment là-dedans. Il faut regarder les signes, il faut s'encourager, il faut continuer. Parce que c'est vrai que ça, après, même, c'est que ça a même pris du temps avant que les gens ils captent ce truc de Grammy. C'est vrai? Même nous, au départ, on le cachait un peu parce qu'on se disait qu'est-ce qu'on fait, comment et tout. Comment on annonce ce genre de truc, on doit en parler tous les jours, on fait comment, tu vois. Et donc, et on nous disait ouais, faut y aller. Et comment je suis fait là à l'intérieur, j'ai besoin de parler du futur moi maintenant, tu vois. Regarder derrière, ça fait mal à la nuque. Tu vois. Ouais. Donc c'est cool, hein. Vous pouvez regarder les trucs, c'est bien et on peut en discuter. Et c'est sûr que ça m'ouvre des accès, c'est vrai. Je ne vais pas mentir, mais what's next? What's next? Écoute, je pense qu'avec toute cette expérience-là, en tant que DJ et producteur, les voyages, ça te donne quand même un bon scope de ce qui se fait aux quatre coins du globe. Et quand tu poses 2 secondes et que tu te demandes what's next, je pense que tu as parlé de mentor au début de notre échange. Et je pense que c'est quelque chose que tu fais encore aujourd'hui avec pas mal d'artistes. Est-ce qu'il y a des artistes aujourd'hui que tu te dis, ah ouais, ça là, c'est un artiste que je fréquente, que je coach et que j'ai envie de voir exploser et que je vais tout faire pour le faire péter? Ouais, il y en a 2 auxquels je pense. Et ils sont de Bruxelles et j'ai passé beaucoup de temps avec eux parce que fatalement on était en confinement, on était ici au Hug Studio. On a pris le studio juste avant le confinement, imagine, on était enfermés en studio, c'était cool, c'était cool. Et là j'ai eu l'occasion de redécouvrir 2 artistes que je connaissais déjà d'avant, mais là dans un autre contexte qui était le confinement. Et c'est Kipili, qui est une jeune chanteuse ici de Bruxelles. Elle est juste dingue. Elle est vraiment trop bien. Elle écrit, elle met du sentiment là-dedans. C'est vrai ce qu'elle fait. Et je crois que ça, c'est important de dire, c'est vrai ce qu'il fait. On peut dire on est des vrais, et les faux sont là-bas, on s'en fout. Mais c'est authentique, tu vois. C'est authentique. Et Kipili, voilà, elle travaille ici aussi au studio. Elle bosse avec mon frangin DJ Septic qui a lancé son propre projet Tiny House Production, Tiny House Studio. Et Kipili, vraiment l'année prochaine, moi je donnerai le max sur elle parce que son projet, même musicalement ça me parle, c'est parti d'un délire reggae pour partir vers un truc un pop reggae, afro, avec plein d'autres chouettes choses. Et tu sais, j'aime pas les genres, j'aime pas mettre les gens dans une boîte. En tout cas, Kipili, elle mérite sa boîte. Et le deuxième, c'est Smalo. Smalo, il est tellement spécial. Il est tellement spécial. Il est trop fort. Oh, frisson, tu vois. Ne se trompe pas. Smalo, je suis tellement impatient que le monde le découvre. Waouh. Même si tu comprends pas le français, Smalo, ça va être quelque chose. Il rappe pas, c'est un chanteur. Il chante avec le cœur, il chante avec les tripes. Il donne tout ce qu'il a. Il n'y a pas de plan B. C'est pour ça que je kiffe ces artistes. Parce que pour moi non plus, il n'y a pas de plan B. Et on en parle souvent, lui et moi, de dire attends, non. C'est On ça est ou venu rien. ici pour faire un truc. On va faire ce putain de truc. Et on va pas dormir jusqu'à ce qu'on l'a pas. Jusqu'à ce qu'on l'ait, pardon. Ouais. Et je crois que ça a commencé un jour où, dans la cour de récréation, à 13 ans, avant mon anniversaire foireux, là. Enfin, Foireux au final. tout est relatif. Ouais. Ma mère, elle m'avait acheté un baggy. Parce que je regardais Yo MTV Raps, et donc, tu vois, moi, je voulais appartenir à cette culture. Et comment le faire? Les sapes. Et le matin, j'arrive à l'école, premier dans la cour, j'attends tout le monde, j'avais un béret Kangol, tu vois. Tu te rappelles? New Jack City. Grave. Oh. Et là, ça se passe pas du tout comme prévu, et toute la cour de récréation se fout de ma gueule. Oh. Wow. Qu'est-ce que tu crois? Quoi?
Ah, là, j'étais détruit. Mais, au fond de moi-même, je me disais, attendez de voir les mecs, vous êtes des oufs. En vrai, là, vous êtes juste en train de me donner du fuel, du carburant, mais vous avez même pas idée que ces gens, aujourd'hui, 30 ans après, je les vois maintenant. Et ils adorent ce que je fais. Et ils sont super contents. Et j'aimerais bien leur dire. Tu te souviens à l'époque? Tu te souviens? Mais non, en fait, juste le regard, pour moi, c'est cool parce qu'ils sont contents, on a une bonne conversation, on se check et tout ça, et on reste en contact. Et le fait d'être resté têtu depuis cette cour de récréation, et c'était la première fois, et cet épisode est arrivé énormément de fois dans ma vie, les reconsidérations, me sous-estimer. T'as vu, je fais un petit blanc de 70 kilos, platine, il y a parfois des clichés, je peux te le dire, on me voyait à peine, tu vois. Et toi, tu arrives au platine et tu dois t'affirmer là devant tout le monde, mais aussi devant le line-up. T'es à Vancouver, il est 1h30 du mat, tout le monde est défoncé, toi, on te dit, t'es qui, toi? Mais une demi-heure après, on fait des photos. Donc c'est bien. Et c'est ça mon but dans la vie, avec ce qu'on m'a donné, de abattre ses préjugés et dire que c'est possible. Tu t'as cru que? Mais au final... C'est ma meilleure arme. Enfin, arme, je sais pas si je peux dire ça, mais c'est ma meilleure façon de répondre, get back. Pas avec des mots, pas avec du faux, pas avec du truc. Avec ça et avec ça. Et puis, tu seras obligé de danser. Et T'as pas le choix. J'adore faire danser mes ennemis. Enfin, mes ennemis, j'ai même pas d'ennemis. Enfin, ça dépend personne qui comment... te sous-estime, peut-être. Ceux qui n'y croient pas et tout ça. C'est bien, franchement, venez. Venez. Encore plus. Parce qu'au plus il y en a, au plus... C'est vrai, ça c'est de l'ego. Mais je crois que c'est le bon ego. Je crois que c'est ce qu'on appelle l'ambition même. Et c'est d'abord pour me le prouver à moi-même. Hein. C'est pas pour juste leur dire ça y est, voilà, et puis demain je vais commencer autre chose. C'est d'abord pour me prouver à moi-même que ce que j'ai réussi à faire pour les autres, ces artistes qui me fascinaient, qui me fascinent toujours, 2022, maintenant le faire pour moi-même, avec mes convictions, mes croyances, vraiment mes convictions et mes croyances, les choses que je veux abandonner, ce vieux monde d'avant confinement là. Ok. Bon, on va discuter tout de suite, ensemble encore, de ce que tu prévois pour 2022. J'ai hâte d'entendre ça. Alors, moi, je suis très, très, très impatient de découvrir les nouveaux projets qui vont venir. Mais avant de parler de ton avenir professionnel et artistique, il y a un sujet que je vois de temps en temps sur Twitter que tu tweets. C'est tout ce qui est en rapport aux NFT. Donc, NFT, Non-Fungible Tokens, comme disent les Américains. On en a discuté brièvement avec Azaya aussi. Mais je voulais savoir, toi, quelle était ta position par rapport à cette nouvelle technologie? J'ai été introduit aux NFT, au concept d'NFT, je crois que c'était au mois de mars. Je m'intéresse aux crypto depuis 2015-2016 et les NFT, du coup, pour moi, 2015-2016, donc toi, tu as connu l'époque. Donc toi, tu t'es mis bien. Et donc, écoute, faut dire ce qui est, hein. Et donc, à ce niveau-là, les NFT, quand on m'en a parlé, parce que c'est vrai que les cryptos, c'est cool, up and down, et voilà, tu suis une courbe et big up. Merci, ça Rien de très passionnant. Enfin, je suis pas un trader ou quoi que. Enfin, moi, voilà, je connais les bases, un peu comme monsieur, madame, tout le monde. Par contre, les NFT, c'est mon pote Taste, c'est un artiste qui est ici aussi à Bruxelles notamment, et qui m'a dit, Jay, t'as entendu parler des NFT? Je sais quoi, bro? Il me dit, ah, tu peux acheter un MP3 et tu peux être... Enfin, non, il me l'a pas expliqué comme ça, mais moi, comment ça sonnait, c'est, bro, je vais pas acheter un JPEG. Tu vois, c'est des ouf. Ouais, tu fais clic droit, save as. Mais oui, mais attends, quel cliché, quel mauvais cliché. Mais bon, forcément, moi, j'avais aucune idée de cette notion, et au final, c'est ça qui est important avec les NFT, c'est cette notion de propriété digitale.
Le fait de pouvoir dire j'ai investi dans un bien, il est digital, il est numéroté, c'est le mien, c'est écrit dans le blockchain et tout le monde le sait, ce n'est pas un faux. Rien que ces choses-là que je viens de t'expliquer, ça sonne déjà tellement bien pour moi. Que quand on a commencé à me montrer, et puis c'était la période avec Clubhouse qui popait bien au début de l'année, tu vois, donc je suivais beaucoup de rooms où des gens venaient expliquer leurs expériences parce que je ne comprenais pas trop. Ok, je vais acheter un fichier, une chanson, une vidéo, un tweet, j'en sais rien, et puis après ben, je fais quoi? Je l'expose chez moi, nice, jusque là je te suis. Et puis l'idée que ça prenne de la valeur. J'ai dit, ok, bon, cool, je pourrais comprendre ça aussi pour une œuvre d'art, ça monte, ça descend, ok, nice, on trade, on fait du bif, et puis voilà. Et puis après, j'ai commencé à être introduit, pardon, à cette notion, et je crois que c'est vraiment ça qui m'a séduit, ça me ramène à mes années de DJ, jeune DJ, c'est la notion de liberté, c'est la notion de récupérer ce qui est à nous. Moi, ce que j'aime bien aussi, donc, avec le concept d'NFT, comme tu dis, c'est que sur la blockchain, il y a donc la transaction qui est reprise. Donc, c'est comme si c'était un carnet, un carnet de registre, si on peut dire. C'est des extraits de compte en fait, le blockchain. Il reprend toutes les transactions des gens donc, qui sont actifs sur cette chaîne. C'est sécurisé, on le voit tous, c'est open source, donc génial. Et c'est sécurisé, ce n'est pas faux. Donc le fait que les NFT, ce concept des NFT puisse se développer sur le blockchain et apporter une réelle utilité aux créateurs, aux entrepreneurs comme nous, ça a tout doucement commencé à me séduire, à me dire attends 2 secondes, donc ça peut prendre une valeur, mais il peut aussi y avoir un projet derrière ça. Un jour j'étais sur Clubhouse et j'entends une jeune fille. Elle explique qu'elle fait du son, elle a 17 ans, 18 ans, et elle a été contactée par un jeune couple qui est aisé et qui aimerait bien la supporter parce que dans cette notion de bienveillance, dans cette notion de je veux que tu continues, va pas chercher un taf, n'abandonne pas. Toi, tu as un talent, moi je veux t'encourager. Eux partent du principe qu'une plateforme comme Spotify ou Apple Music ne peut pas te rémunérer à la hauteur de ce qu'on voudrait te donner. Il faut quand même savoir que les artistes touchent en moyenne 12% de leur bénéfice sur Spotify. Donc, enfin, sur Spotify et les autres, mais en moyenne, c'est plus ou moins ça, je crois, 12%. Cette jeune fille a pris contact donc avec ces gens et elle a dit voilà, ok, moi je veux bien recevoir votre don, big up, merci, mais comment on fait? Parce que nous, on veut que ce soit sécurisé, on ne veut pas t'envoyer ça par la poste, la banque. On va nous demander des taxes, des trucs, tu vas devoir payer quelque chose. Nous, on aimerait vraiment t'aider. Comment est-ce qu'on peut faire? Et en fait, ils ont donc en quelques jours, quelques semaines, conçu un NFT où cette jeune fille leur a fait une chanson. Cool, un truc d'1 minute, sur une petite animation. Ce fichier était donc, je ne sais pas si c'était 3D, c'était une petite animation vidéo, mais il y a une musique qui est unique. Cet NFT était unique. Et au travers de ce moyen NFT, ce jeton littéralement, tu vois, qui est unique, hein, c'est pas comme les bitcoins ou les Ethereum, tu peux en acheter et revendre, c'est les mêmes. Le NFT est unique, il y en a un sur un. Cette jeune fille a pu envoyer via, je sais pas, son digital wallet, MetaMask ou autre, mais le blockchain, elle a pu envoyer son œuvre et en échange recevoir ses cryptos qui lui ont permis de tourner son clip, de ne pas devoir trouver un travail, créer son label, etc. On récupère notre liberté. Des exemples comme ça, il y en a tout plein, mais dès que tu comprends la réelle révolution qui se passe derrière les NFT, c'est-à-dire ownership, je suis propriétaire de quelque chose. Je vais te donner un exemple. Si à l'époque, on avait pu acheter le NFT d'Alors on danse quand personne n'écoutait. Tu vois? Dingue. Le gars aurait pu dire, voilà, enfin je prends le comme exemple, mais ça peut être n'importe qui aujourd'hui, dire voilà, moi, j'ai vu ça dans une vidéo récemment par Gary Vee qui était vraiment bien faite, où il expliquait cette notion, et je vais le garder dans notre domaine de la musique, ok. Tu vas avoir un label. Un label, c'est une banque qui a des connects. Cette vidéo avec Farouko m'a vraiment scotché, m'a mise par terre, et c'est une des étapes dans ma tête moi, qui a fait le déclic, c'est de se dire tu vas avoir un label qui va te faire un prêt, littéralement, parce que tu vas rembourser, mais qui va garder la propriété intellectuelle en fonction de ton contrat. Mais en général, on est plus ou moins dans ce genre de conversation. Fais des NFT, et là, tu vas parler à ta communauté et dire bon, salut les gars, j'en parle souvent avec Kipili. Je dis, attends,
on a un truc à faire, etc. Au lieu d'aller là-bas, peut-être qu'on peut déjà commencer avec ta communauté, parce que de un, c'est direct, il n'y a pas d'intermédiaire de monsieur PayPal, de monsieur truc, nan, nan. On se parle en 2021, fin 2021, ok, c'est important de le préciser dans le contexte, les choses risquent de changer plus tard, mais à ce stade-ci, dire, bon, voilà, tu peins, tu adores faire des illustrations, ta musique est géniale, pourquoi on ne pourrait pas lier les deux, tu vois, et je sais pas moi, tu vois, imaginer un nombre limité de séries, ou dire, voilà, tiens, ces propriétaires-là, ces 10, 15, 20 personnes, peuvent devenir owners de ce son, en échange, ils reçoivent un cut, un quoi que ce soit. Tes fans deviennent ton label. Exactement. Tes fans deviennent ton label. Grandissent avec toi. Toujours dans l'idée de... Moi j'ai annoncé à l'époque, on avait eu cet NFT d'Alors on danse, on aurait grandi avec lui. Parce qu'on y a cru au début. Mais c'est ça qui est génial. Et c'est ça, moi, qui me ramène à mes années de DJ, de dire, ah, il y a un disque là, où il y a tel rappeur là-bas, moi, je crois que je vais les jouer. Moi j'y crois. Moi. Et je pense que, sincèrement, dans l'avenir, les NFT seront vraiment un outil d'évaluation, enfin, pas d'évaluation, mais un outil qui nous permettra de savoir, mais toi, tu crois en qui? Tu as investi dans quoi? Tu collectionnes quoi, toi, Patrick? Bah ouais. Et puis je montrerai mon MetaMask et puis tu verras. Je te dirais, waouh, ah, tu crois dans ce... tiens, ce chanteur, je connaissais pas. Merci, bro. On est ensemble. Ouais. On récupère cette liberté dans cette décentralisation qui est magnifique. Alors, on se parle en 2021 avec toutes les libertés que ça connaît. Cette jeune fille dont je te parlais, ce pseudo-NFT, si on pouvait retourner dans le temps avec Laurent Dan, ce sont des exemples qui prouvent vraiment qu'on peut récupérer cette liberté, mais surtout grandir avec les gens. Moi-même, je compte lancer mes NFT l'année prochaine, t'es le premier à qui j'en parle là en public. Et l'idée, c'est réellement ça. Ouais, il y aura mes singles sur Spotify, mes clips sur YouTube, il y aura tous mes trucs comme d'hab, mais je vais préparer un segment bien précis pour mes gens, ceux qui me suivent, tu vois, ceux qui sont là, qui, je sais que si je leur demande de venir, ils viendront avec moi et leur dire, les gars, je vais vous raconter mon rêve, il y a un Discord qui est ouvert, venez là-bas, on va se parler. Pour l'instant, je l'ai fait, tu sais quoi, je l'ai fait sur Instagram. C'est Baldo, avec qui je travaille, qui m'a dit, tu sais quoi, au lieu de saouler tout le monde avec les NFT, parce que tout le monde en parle et on ne sait plus trop de quoi on parle, fais ça dans ton cercle vert. Nice. Du coup, voilà, je crée ma petite communauté aussi sur Insta et on en parle, et des gars qui me posent des questions, il y a beaucoup plus d'engagement. Et là, tu vois, j'ai de nouveau cette impression qu'on crée quelque chose. On crée un mouvement, on crée un autre mouvement, oui. on l'amplifie, et de ce fait-là, tu vois, tu peux commencer à mêler tout plein d'utilités, parce qu'à partir du moment où tu as fait cette transaction et tu as reçu ton NFT, ton digital, tu le montreras à tes potes pendant une semaine, c'est cool, on l'a vu. Mais imagine maintenant si tu achètes mon NFT l'année prochaine et je sais pas, tu peux venir ici au studio à la prochaine session avec Smalo et pose-toi dans le canapé, tu veux boire quoi? Un truc que tu ne sais pas acheter, une vraie expérience, un truc où tu peux construire avec cette personne qui a voulu acheter ton NFT. Tu dis, Jay, moi j'y crois. C'est comment les NFT? Bah tu sais quoi, voilà le NFT. Et tu sais quoi, en échange, tu viendras avec moi au festival cet été. Backstage experience, tu viens avec moi. Ou je pourrais lui donner un pourcentage sur mes streams. Et donc là, on commence à encore plus grandir ensemble. Smart contracts, et voilà. Parce que faut jamais oublier, cet NFT qui va prendre de la valeur, bah, tu pourras le revendre un jour, Bah oui. faire une plus-value. Et avoir cru en Jay Psar en 2022, c'est génial. Mais si tu revends son NFT en 2025, s'il a fait son taf, s'il a fait ce qu'il a dit qu'il allait faire, bah, j'espère que, tu vois, que tu pourras grandir avec moi avec cet NFT. Si j'ai bien fait mon taf en tant que Jay Psar, avec tout ce que je raconte partout, mon histoire, les gars, croyez. Moi, j'y crois tellement, je crois en plein de gens, etc. Venir rejoindre notre communauté, ces NFT. C'est pas juste on va vous envoyer un son MP3 et vous allez nous payer 12 000 balles ou les trucs comme tu peux voir sur Internet avec ces prix qui sont complètement loufoques. Ouais. Nous, on essaie de faire quelque chose qui sera abordable. Il y aura différentes séries d'NFT avec différentes utilités. Il y aura du caritatif. Tu vois, on parle de bienveillance de nouveau, de bienveillance mélangée avec la liberté. Ça ne peut que créer une créativité qui est unstoppable. Parce que je vois trop d'artistes qui sont là en train de dire « Ouais, mais je gagne pas de thunes, t'as vu, j'ai encore un taf. » Mais sur Instagram, ça a de la gueule. Mais c'est la life. C'est comme ça, c'est les contrats qu'on signe, c'est les choses dans lesquelles on s'engage quand on a 19 ans et on sait pas, mais on veut juste bien faire. Je suis allé dans cette case aussi, je vais pas mentir.
Donc je peux en parler, je crois aussi très honnêtement et très haut et très fort. Les gars, si vous ne savez pas ce que c'est des NFT, en 2021, 2022, renseignez-vous parce que c'est réellement... Le C'est futur. c'est la vie, c'est la liberté, c'est plein de choses. Et je ne vous parle même pas du métavers, c'est tous ces trucs qu'on voit. C'est génial le métavers, ça va être trop bien. Alors on se parle, voilà. Je crois que c'est important surtout de connaître cette notion de bienveillance dans la communauté des NFT. Parce que, et je crois que c'est aussi ça qui me plaît réellement. Moi, les réseaux sociaux, les likes, les follow, combien de commentaires tu as, les trucs, je trouve que ça donne pas beaucoup de valeur. En tout cas, pas une valeur prolongée, c'est sur l'instant. Ah, t'as vu, j'ai fait 3000 likes, cool, bonne nuit. Ouais, mais ça paye pas les factures. Alors que les NFT, tu disais MetaMask, t'as quoi toi? Le métaverse, on va transformer les réseaux sociaux, je l'espère, en environnements sociaux. Toi et moi, on pourra faire cette interview dans le métaverse dans 2-3 ans. Et ce sera trop cool parce que moi, je porterai ma veste de Marty McFly et toi, tu arriveras avec Adidas. Tu vois, et ce sera toi. Tu communiques au travers de ta propriété digitale et toutes ces choses en lesquelles tu crois. La propriété intellectuelle, ça va être quelque chose, là, avec les NFT et tout ça. Et j'avoue, tu vois, là, c'est beaucoup d'infos, là, en un coup. Tu vois, je balance beaucoup parce que c'est vraiment un tout nouveau sujet. En tout cas, je parle de la Belgique, la francophonie, j'en vois, ça commence, etc. Mais réellement, au niveau des utilités, de ce qu'on peut faire et comment on peut communiquer avec sa communauté, le fait de pouvoir mettre à disposition ce token que tu vas payer avec une crypto, c'est cool, tu reçois ton truc, mais après ça, on se check, tu vas recevoir un email parce que, guess what, tu vas recevoir la vraie peinture de tel artiste, ou tu pourras venir avec moi au festival en backstage. Et crois-moi, il n'y a personne qui vient avec moi en backstage. Il n'y a que mes gens. Ouais. Comment tu peux faire ça? Je chope le NFT. Moi, avec ça, je vais en faire quelque chose de ouf. Je vais peut-être aller tourner un clip, je vais peut-être investir dans autre chose. Et on grandit ensemble. Vraiment, je le répète, ensemble, c'est cette notion où tu peux écouter ton artiste préféré, investir en lui et gagner. Quelle plateforme propose ça aujourd'hui? Il n'y en a pas beaucoup, enfin, je crois pas. Donc, ouais. J'espère que j'ai répondu à ta question. Ouais, non, tu as Mais répondu à ma question et c'est très complet en tous les cas. Et comme tu dis, l'univers crypto et les NFT associés au monde artistique, ce n'est que le début. Et ce serait dommage de ne pas s'y intéresser parce qu'il y a beaucoup de belles choses qui vont en sortir, qui vont en découler. Mais c'est très simple, les gars, les NFT seront partout. C'est comme quand on se dit dans les années 90, oh, Internet, oh, je vais peut-être garder mon fax. Ils sont où ces gens aujourd'hui? Bah, ils sont là, hein, ils ont suivi. Les NFT, les tickets de concert seront des NFT. Pourquoi? Parce que ce ne sera pas possible d'acheter. On est sûr que ce sont des vrais, on est sûr que c'est numéroté, c'est sur le blockchain. Et guess what? Tu sors du concert et tu as un ticket de concert, tu as une propriété digitale qui fait que demain, tu pourras peut-être leur vendre ce ticket de concert. Comme les gens qui vendent leurs vieux tickets sur eBay, là, tout déchiré et tout. C'est le même principe quand ils pensent. C'est le même principe. Ouais. Dès que la propriété est impliquée, l'autre jour, je voyais un NFT qui permet d'ouvrir la porte de ta maison. Ah bon? Ah bah oui, parce qu'il y a l'authentification par ce token, tu te rappelles, le jeton qui est sur le blockchain, qui dit que c'est toi. Bon, là, on s'en fout de qui est derrière, il n'y a pas d'art qui est impliqué, mais la technologie fait que... Je vais te donner un dernier exemple, et je sais que je vais dans mes trucs de geek, là, tu vois, et on parle de C'est musique, super etc. intéressant parce que d'ici quelques années, tu vois, on pourra en rediscuter et se dire, on vous avait dit. Même la discussion qu'on a là maintenant, je pense qu'elle est très intéressante, mais elle va évoluer, c'est que le début. Récemment, moi un des exemples qui m'a scotché, alors lui, il n'a rien à voir avec la musique, c'est le premier restaurant NFT qui a ouvert à New York. Je connais pas. Comment ça marche? Pour rentrer dans le restaurant, il faut être membre. Comment tu deviens membre? Tu achètes un NFT, Tu achètes peut-être le NFT du lunch, j'imagine il y a peut-être un spécial le jeudi soir, ou le dimanche, ou le nouvel an, et donc tu achètes le NFT. Mais qu'est-ce qui se passe si ce NFT, en un coup, le resto, il décide de faire une collab avec Banksy? Hein? Tu sors, t'as bien mangé, c'est cool, mais le lendemain, bon, Banksy, je vais peut-être un peu long dans l'exemple. Mais j'espère que les artistes feront ça et designeront leur ticket de concert à leur manière, etc. Et que tu puisses repartir avec un asset. Quelque chose et dire, ce truc-là, dans quelques années, ça vaudra. Même si, je vais être honnête, aujourd'hui, la hype des NFT, tout le monde a voulu se faire un quick buck, quick money. Mais la réputation, j'avoue, quand je vais sur OpenSea, Rarible, je suis paumé, gars, tu vois.
Ok, c'est cool, mais non, par contre, je préfère aller sur Twitter, sur des Discord, aller voir, tiens, mais c'est quoi le projet derrière, c'est quoi le truc. Et je fais des fabuleuses rencontres. Des rencontres d'artistes digitaux, des gars qui font du son, de la photo, des trucs. Je me dis, mais est-ce que j'aurais même eu cette conversation si j'étais pas au courant des NFT? Est-ce que ça m'intéresserait d'aller chercher des artistes? La première chose que mon pote Taste m'a dit, c'est va sur Twitter, dis que tu veux acheter ton premier NFT. Tu vas voir les, les mentions. J'ai 4000 followers, j'ai eu 800 réponses. Cette communauté est forte. Ouais. Et là-dedans, j'ai trouvé mes premiers connects, les premiers gars à qui je parle. C'était il y a 6 mois. Et donc, je redécouvre quelque chose qui me fait un peu penser au vieux comptoir du disquaire. Où tu croisais des gars, tu fais quoi? Ah, et toi, t'es là. Je viendrais bien à ta soirée, je passerai, tu vois. On se donne la force, on s'échange des vinyles, on se prête des trucs. Ben là, le fait de pouvoir dire salut les gars, moi j'ai un rêve, j'ai besoin de liberté pour pouvoir le concrétiser. Je veux pas forcément aller faire toute une série de compromis dans une grande multinationale. Moi, je veux garder mon intégrité, ma liberté. J'ai pas besoin de 5 milliards de fans. Nous, si on est 1000, on est bien en fait. Bien sûr. On est bien si on est Bien 1000. sûr. Tu sors un NFT par mois, tu as 1000 personnes, partant du principe qu'il y en aurait peut-être 10% qui l'achètent. Tu as 100 personnes qui achètent un NFT à, disons, 0,2. 10 balles. 0,2 Ether même, imaginons. Même, c'est déjà quand même un sacré budget, 0,2 ETH. Ouais, c'est vrai. Moi, je te parle de 30 balles. 30 balles fois 100, ça fait 3000 euros, c'est un salaire. Enfin, grosso modo. Tu peux commencer à vivre avec tes NFT. Après, tu as vu, on pourra en parler pendant des heures parce que c'est tellement infini. Tous les jours, on en apprend ici au studio, on en parle tous, tout le temps. On doit parfois se calmer parce qu'il y a tellement de choses. Mais c'est passionnant. On ne peut pas passer toute la journée dessus. Et c'est important, faites vos communautés, ouvrez des groupes WhatsApp, parlez-en avec des gens, allez sur Twitter, perdez-vous, allez suivre des tutos. Si vous n'avez rien compris de ce que j'ai raconté, c'est pas grave. Faites vos recherches, soyez curieux parce que c'est ça la vie au final, tu vois, et tu serais étonné des belles surprises qu'on peut trouver. Et moi qui, il y a 9 mois, je me dis, bon, enfin, je ne vais pas aller acheter un JPEG, c'est quoi le délire? Je ne comprends pas. Là, c'est pas juste acheter un JPEG, c'est t'achètes, enfin, participe au rêve de quelqu'un. Et si ce rêve se réalise, c'est tellement beau de pouvoir suivre, de pouvoir éventuellement grandir avec cet artiste, s'il fait bien les choses. Nice. On retrouve un peu le mécénat, ce truc. De nouveau, des DJ, des radios, et ça me passionne. Donc ouais, moi 2021 et ce confinement, les NFT, bah ouais, ça m'a fait... Ça a ouvert le spectre, mais tellement large. C'est chouette. Vraiment, ouais. En tous les cas, moi, j'étais très content de passer ce temps avec toi. J'ai appris énormément de choses. C'était super intéressant. J'ai hâte de voir ce que le futur nous réserve pour toi, tes projets, tes artistes. Et qui sait, dans quelques mois, on se verra à nouveau dans d'autres conditions, peut-être dans la métaverse. D'office, on ira dans le métaverse. Mais il y a beaucoup de musique qui va d'abord sortir. C'est vrai que les NFT vont arriver assez tôt en 2022, en tout cas je l'espère. On travaille avec les équipes ici au Hug Studio. Mais beaucoup de musique. C'est vrai que le confinement, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je l'ai beaucoup passé en studio. Forcément, on ne pouvait pas sortir, donc j'ai beaucoup composé. J'ai fait des belles rencontres, j'ai débloqué plein de choses dans ma tête. Même le physique, tout a changé. Je suis dans une autre dynamique où c'est vrai que le confinement, tu sais, on a mis nos trainings, nos pyjamas. Puis, le race, il s'est un peu arrêté. Tu vois, la course, tu joues ce week-end, tu fais quoi? T'es où? T'es popping, t'es pas popping? T'es hype, t'es pas hype? On s'en fout en fait là maintenant. Donc, on est tous de retour dans notre canapé à refaire ce qu'on doit faire. Et donc, moi, ça m'a vraiment donné l'occasion de préparer un projet, un gros projet musical et autres. On va dire ça comme ça. Mais c'est vrai, 2022, soyez branchés parce que toutes ces discussions qu'on a aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir aussi de les avoir en français parce que c'est pas souvent le cas d'avoir ce genre de discussions. Je les ai plutôt en anglais avec d'autres gens d'ailleurs. Mais j'espère que vous pourrez regarder cette vidéo dans quelques années et vous dire ok, c'était cool. Et c'est vrai que je parle pas beaucoup. Tu vois, je parle pas beaucoup en story de temps en temps. Je monte ma tête et je veux partager de la good vibes. Mais 2022, ce sera ma première année de vraie prise de parole. 2022, ce sera ma prise de parole. Et pas blablater, pour faire de nouveau les likes, tu sais, tous ces trucs. Je veux donner. Ouais. Donner. Et je vous le dis aussi, donner.
Parce que, tu sais, juste être là et dire, moi, je suis là, what's in it for me, je reçois. En vrai, quand tu donnes, tu reçois déjà, tu vois. Ça fait tellement du bien de pouvoir libérer certaines choses. Et encore plus quand tu deviens le producteur aujourd'hui. Là, je suis producteur de musique. Et je suis très fier de pouvoir faire ça aujourd'hui, d'en parler avec toi, tu vois, parce que ça, tu le vois bien, je parle avec le cœur, c'est la Ouais, c'est passion. la passion, ouais. C'est pas un truc fake, c'est pas un truc je me suis dit demain je dois être connu, je vais avoir X milliers de followers parce que je veux aller à Dubaï. C'est cool, on est allé à Dubaï, c'est bon, tu vois, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? What's next? C'est 2022 et c'est donner, c'est partager aussi mes expériences. Après autant d'années, tu vois, il y a des pièges à gauche et à droite et c'est bien de tomber dans ces pièges, c'est bien de foirer, c'est bien de se prendre des murs. Et il faut, parce que faire le chemin à ta place, c'est pas te rendre service non plus. C'est sûr. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai appris avec des grosses baffes. En tout cas, la vie est un éternel... comment on appelle ça? Comment on pourrait expliquer cela? C'est un apprentissage constant. Et tant qu'on reste curieux, comme tu l'as si bien dit lors de notre échange, eh ben, il n'y a que de belles choses qui peuvent en découler. Mais ouais, parce que ce qu'on fait, ça nous permet d'évoluer, aussi cliché que ça puisse paraître. Mais tu sais, ces gens qui te disent il a changé Dieu, il a changé Patrick. T'as sans blague. Encore une Sans chance. blague, gars. Encore une Non, chance. mais il y a ces gens qui sont très contents qu'on évolue et qu'on grandisse. Il y en a d'autres qui conçoivent pas que ce qu'on fait soit un vrai métier. Combien de fois on m'a pas dit, c'est quoi ton vrai job sinon? La semaine, je dis, mais bro, mais moi je travaille 90 heures semaine. Enfin, c'est même pas du travail. Je le fais, c'est tout. Mais ça nous permet d'évoluer, je l'espère, en tant que belle personne, bonne personne. Moi, c'est ce que ça m'a appris, cette vie de DJ. Et on en parle souvent, la night, l'alcool, les drogues, les bazars. Ok, ouais, ça existe, mais tu sais, comme partout, c'est juste que c'est un peu plus apparent. Mais c'est une de ces belles écoles, c'est un assez beau métier de pouvoir jouer la musique. Et encore plus maintenant, la produire. La jouer, bah, tu sais, le dimanche matin, c'est fini. La produire, ouah, je suis tellement impatient de vous jouer ce que j'ai produit là. Parce que c'est réellement un miroir de ce que tu pourrais vivre à une de mes soirées. Je sais que tu venais à mes soirées. Et c'était une histoire, c'était un journey. Tu pouvais autant entendre Sean Paul, Skrillex ou Lauryn Hill. Et aujourd'hui, c'est ce que je vais traduire dans ma musique, parce que j'ai plein de choses à raconter, même si je suis producteur DJ. Mon projet, il aura beaucoup d'intentions. Et ce ne sera pas que du casse-gueule, que du truc art, comme vous pouvez espérer peut-être. Okay. Non, il y a des trucs meaningful, il y a des chansons tristes, il y a des... On va passer par different ranges of emotions. Everybody needs a good story. Exactement. Donc, en tout cas, la tienne est très belle. Je te remercie. Merci de m'avoir reçu, c'est cool. Et à très bientôt, Mister. Salut les gars. Ciao.